Vous avez déjà peut-être vu ces files d'attente interminables devant des magasins, des boutiques pour acheter le dernier téléphone à la mode, pas cher du tout, plus de 1 000 € bien sûr, ou le robot ménager, etc., ou des vêtements. Ben, sachez que certaines enseignes créent de toutes pièces la rareté. Disent dépêchez-vous parce qu'il n'y en a pas assez. Alors ils font exprès ça. Et notre spécialiste, Rodolphe Baudin, va vous dire pourquoi ils font ça. Étant donné que c'est rare, qu'ils vous ont prévenu, c'est magnifique, c'est le dernier produit, mais il y en a très peu. Alors vous vous précipitez, évidemment, et là, qu'est-ce qui se passe? Ça porte un nom d'ailleurs, cette technique. Oui, William, ça s'appelle le marketing de la rareté. Le dispositif est tout simple, ça consiste à finalement identifier une attente, un besoin, c'est-à-dire on va dire, voilà, je vais pouvoir vendre des centaines de milliers de produits, mais en revanche, je vais en produire beaucoup moins pour fabriquer finalement l'attente et même faire en sorte que certains clients disent « bah mince, j'en ai pas eu ». Hein, c'est ça l'idée, ça a été créé au Japon dans les années 80, c'est une forme de frustration du client, mais parfois vous allez voir que ça peut permettre aussi de faire acheter beaucoup plus. Et les Japonais, ils ont tellement bien marché que bien sûr les Américains ont repris le concept et on le retrouve chez nous en France. Alors il faut savoir qu'il y a une enseigne qu'on connaît tous qui fonctionne sur ce dispositif du marketing de la rareté, c'est Lidl. Bah oui, parce que vous savez, chez Lidl, toutes les semaines, il y a des innovations, mais attention, on sait dès le départ qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, quelque part. Le robot cuisine, pas cher. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, pour le coup, c'est rare. Bon, d'accord, on se précipite, d'accord, mais c'est moins cher ou c'est plus cher parce que c'est rare? C'est pas beaucoup plus cher. Oui, c'est ça, parfois, ça peut l'être, mais dans tous les cas de figure, ce marketing de la rareté peut, après l'achat, rendre le produit beaucoup plus cher. Ça a été le cas, par exemple, des baskets. C'est-à-dire qu'en fait, on achetait des baskets et en fait, on les retrouvait ensuite vendus d'occasion beaucoup plus cher. Alors nous, quand il y a un phénomène comme ça qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? On enquête, on est allé justement regarder ce qui se passe derrière. C'est comme à la télé. C'est comme à la télé, William, vous avez raison. Regardez ce petit reportage sur cette enseigne Lidl et ce marketing de la rareté. On se retrouve tout de suite après. Dans cette enseigne de grande distribution, c'est jour d'arrivage. Parmi les articles en vente, ce robot cuisinier, produit phare de la marque. Ce jeune couple hésite encore. Là, on a vu justement qu'il y avait l'offre qui durait pas mal de jours, mais il n'y en a que 4, donc faut aller vite. Ils repartiront finalement avec. Vendre des produits en édition très limitée, c'est ce qui fait la renommée de l'enseigne. Tous nos offres sont des offres éphémères, donc c'est un peu notre concept. Alors notre but, c'est pas que le produit soit que 3 heures en vente, mais ça doit rester pour une courte durée. Je ne pense pas qu'un article soit aussi désirable si on voit l'article toute l'année en magasin. En 2020, la marque met en vente une paire de baskets en quantité très limitée. Le succès est immédiat. Nous-mêmes, on n'a pas cru à ce buzz que nous avons créé avec les baskets. Ça a fait vraiment venir d'autres clients. On est passé vraiment d'une enseigne très discrète à une enseigne que tout le monde connaît. Pari gagnant selon cet expert du marché. C'est un coût marketing dont on a beaucoup parlé. Une chaussure qui, le lundi, coûtait 15 €, on valait 1 200 le lendemain sur eBay. Quand on en sort très peu, forcément, c'est un produit qui devient rare et du coup qui prend de la valeur. L'enseigne de hard discount n'est pas la seule à faire appel à cette technique marketing. Apple le fait avec ses iPhones, Tesla, la SNCF, aujourd'hui, tout le monde en fait. Et certaines marques n'hésitent pas à faire croire à des pénuries pour dynamiser les ventes. On sait très bien que ces entreprises-là, elles sont tout à fait capables de répondre à la demande, mais ils ont tout à gagner de créer finalement cette demande et d'avoir des gens qui attendent devant. Si les gens veulent ce produit, c'est que c'est le produit qu'il faut absolument avoir. Et donc tout ça, évidemment, ça va contribuer à l'image de la marque. Miser sur la rareté pour vendre, certains en ont même fait leur marque de fabrique, avec des modèles devenus de vrais objets de collection. Voilà, ça touche tous les types de produits. C'est la basket, c'est la montre, c'est l'iPhone, non? Tous les types de produits et tous les publics. Alors c'est plus particulièrement fait, William, pour les jeunes et pour attirer les jeunes. Alors je vais raconter une petite histoire. Par exemple, il y a Nike, oui, une histoire. Il y a Nike qui, en 1985, a lancé, vous savez, la Air Jordan, qui est une basket extrêmement connue. Du nom du basketteur Michael Jordan. Et en effet, donc au départ, cette basket, elle n'était disponible que outre-Atlantique. Donc là, ça crée la pénurie dans le reste du monde. Et puis ensuite, après, quand ça s'est mis et développé à l'international, Nike a fait très attention à toujours
calculer la rupture, faire en sorte qu'il n'y en ait jamais assez, qu'on ait beaucoup de clients qui disent mais non, il n'y en a déjà plus, à tel point qu'aujourd'hui, à Paris, en 2022, il y a une vente aux enchères d'une Nike Air Jordan de 1985. À votre avis, quel était le prix de cette paire de baskets ? Acheter 000. ou... Bien 16 000 euros, bravo, en effet, pour une paire de baskets. Mais il n'y a pas que Nike qui fait ce type de dispositif de marketing de la rareté. Vous avez aussi dans le prêt-à-porter Suprême, je ne sais pas si vous connaissez cette marque de Ils prêt-à-porter. font des collaborations avec d'autres marques. Exactement, qui nous arrive directement des États-Unis. Ben, le concept, c'est tout est fait dans le dispositif de la rareté, puisqu'il lance des petites collections très très courtes. Et son fondateur, James Jebbia, lui dit si je sais que je peux vendre 600 pièces, je n'en fabrique que 400. Comme ça, il est sûr. Mais c'est comme ça qu'ils ont fonctionné, parce que là, c'est avec Vuitton, je le vois. Mais par exemple, là, ils vont sortir une paire de baskets avec Nike, justement, Exactement. mais en petite quantité. En toute petite pour que ça quantité, s'arrache très vite. rareté, Mais non, etc. redites-moi ça. Il les vend pas plus cher qu'elle est. Au fond, quel est son intérêt à lui? Son intérêt, c'est de fabriquer une telle tension sur sa marque. Il est sûr d'en vendre Il est au sûr moins. d'être très désirable. Et donc, finalement, quand vous n'arrivez pas à acheter cette collection, vous allez en acheter une autre, vous allez acheter une autre. Et résultat des courses, ça fabrique un buzz. Et ça marche très très bien parce que figurez-vous que le chiffre d'affaires de Suprême, c'est pas moins de 500 millions de dollars. Un demi-milliard, c'est quand même pas rien. Alors, mais c'est pas nouveau de faire ça, en fait, clairement. On vend des produits rares, on les vend plus cher, mais on en vend moins. Ça existe depuis... Pas forcément plus cher, mais c'est vrai que le fait de fabriquer ce marketing de la rareté, ça crée une telle désirabilité que finalement, vrai, hein. ça crée la folie Nous les premiers, sur ces marques. Exactement. Alors, en 1996, par exemple, La Redoute avait vendu à l'époque un tailleur Yves Saint Laurent. Ou alors, on a vu Balenciaga qui a fait des Crocs. Ah, oui, mais pareil, immonde, soit dit en passant. Alors, immonde, ça, c'est chacun ses goûts. Mais bon, en tous les cas, ça valait plus. Karl Lagerfeld, il n'avait pas fait Tout le monde une collection comme ça. Exactement, des collections. C'est ce qu'on appelle des collections Oui, capsules. c'est possible que ce soit là. Exactement. Ce sont des collections capsules qui sont extrêmement courtes. Mais par exemple, vous avez Swatch, dont on a vu quelques photos, là, qui font des collaborations sur des marques. Et là, c'est très intéressant, ces produits ne sont pas disponibles sur Internet. On va vous afficher, attention, ce produit ne sera vendu que dans certains magasins. C'est pour ça que vous aviez vu dans le reportage tout à l'heure, il y avait des gens qui dormaient devant le magasin pour avoir leur montre et ça crée des attroupements. Ou par exemple, Apple, on l'a vu, eux, ils sont très très forts. C'est-à-dire ils arrivent à créer des lancements et là, on sait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est vraiment le dispositif du marketing de la rareté. Mais c'est ça qui affole les gens, en fait. Mais pourquoi ils ne commencent pas à faire comme ça, puis après, ils disent... parce que en quoi ça les arrange? Parce que s'ils en produisaient un tout petit peu plus, ça se vendrait aussi. Oui, mais ce qu'ils préfèrent faire, si vous voulez, c'est fabriquer plusieurs dispositifs de rareté plutôt que de rendre... D'accord. Plusieurs dispositifs. C'est en fait un dispositif de communication plus que de vente. Oui, et surtout, oui, plus que de rapport. Oui, d'accord. Et surtout, William, pour ne pas banaliser le produit et pas banaliser la marque. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui. Non, mais l'idée, c'est que c'est rare, mais c'est pas forcément plus cher. Oui, exactement. C'est ça l'idée. Et c'est ça qui excite les gens dans leur tête, c'est se dire peut-être que je vais pas l'avoir, donc il faut absolument que je c'est l'ai. que ça. C'est un sentiment d'urgence. Et ça marche très 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 bien. Je voulais que je vous dise pourquoi, comment est-ce que c'est arrivé là. Oui. Oui, je vais quand même vous expliquer. Il y a une étude aux États-Unis qui a été faite et c'est absolument génial. Dans les années 75, ils ont pris 2 groupes de population. Et ils les ont mis dans une pièce, ils leur ont fait tester des cookies pour savoir s'ils étaient bons, s'ils étaient chers, s'ils étaient moelleux, tout ce qu'on voulait. Et bien finalement, quand vous exposez ces populations et que sur la table, il y a 10 cookies, et vous prenez une autre population et vous exposez, il n'y a que 2 cookies, eh bien, ce sont les mêmes cookies. Eh bien, quand on donne des notes, là où il n'y en a que 2, parce qu'on sait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, on trouve que c'est meilleur, plus moelleux, et qu'automatiquement, ça va coûter plus cher. Donc, vous voyez, on est allé assez loin dans ce dispositif. Et je veux citer, excusez-moi, Anaïs, avec qui j'ai préparé cette chronique, et qui dit « moins c'est accessible, plus c'est irrésistible ». Et je pense qu'elle a raison, parce que cette formule... Pareil pour tout. C'est pareil pour tout, en effet. Brad Pitt, par exemple, peut-être que Brad Pitt... Alors voilà, Ah oui, je comprends. Développer, c'est alors donc votre mari, il était inaccessible. Voilà, par exemple. Mon Et vous avez mis du temps. Il reste irrésistible. Voilà. C'est un produit rare. Exactement. Ça l'a rendu irrésistible. Ça ne marche pas que Mais sur elle a le produit. bossé pendant des années pour l'avoir, celui-là. Il peut y avoir juste quand même quelques effets indésirables. Le premier, bien sûr, c'est que parfois, ça favorise la copie et la contrefaçon. Ça, c'est un premier élément. Et puis, deuxième point, c'est aussi que ces produits se retrouvent parfois sur Internet, vendus d'occasion,
à des prix extrêmement élevés. Et là, c'est Voilà. paradoxe, ça devient très très cher Ça pour le devient coup. très très cher pour le coup. Incroyable. Voilà. Bon, bravo pour tout ça. C'était très intéressant et très rigolo. Merci beaucoup.